Même les hauts gradés n'étaient pas au courant. Zongo salua puis déclara « Oui, monsieur le président ». Traoré lui remit une liste. « Tu dois les suivre, ne pose aucune question. Contente-toi d'observer. Nous sommes sur le point d'entrer dans quelque chose de décisif. » Zongo hocha la tête. « Et si je découvre quelque chose ? Ne m'en parle pas par téléphone, on vient directement me voir. Ce n'est pas une simple affaire politique, c'est une guerre. » Cette nuit-là, Zongo s'évanouit dans la pénombre. Il changea de tenue, adopta une fausse identité et se déplaça comme une ombre. Il ne faisait confiance à personne, pas même à ses frères d'armes. Il se mit à surveiller l'un des noms figurant sur la liste, le colonel Dabir, chef du 3e régiment d'infanterie. Dabir jouissait d'une grande réputation, homme de terrain, courageux, lucide. Pourtant, quelque chose clochait. Zongo le suivit discrètement jusqu'à un bâtiment isolé en périphérie de la capitale. Aucune présence officielle, aucun véhicule d'État, juste 4 hommes en treillis militaire rassemblés en toute discrétion. Depuis un toit voisin, Zongo prit des clichés. Il enregistra également quelques bribes de conversation par une fente dans la fenêtre. Ce qu'il entendit dépassait l'entendement. Le président va trop loin, trop vite. Il a passé des accords avec des puissances étrangères. Les fonds diminuent. Si on ne bouge pas maintenant, on perdra tout. Une autre voix répondit aussitôt « Alors, on agit avant la fête de l'indépendance. On frappe une seule fois sans se rater. On le renverse. Le pays se stabilise, les soutiens étrangers s'y reviennent. » Le cœur de Zongo se serra. Il préparait un coup d'État. Le capitaine Nabazongo ne perdit pas une minute. Avant même l'aube, il était de retour au palais, franchissant les postes de garde sans que personne ne se doute de ce qu'il transportait. Des photos, des enregistrements, des noms, des preuves d'un projet de trahison interne. Le président Ibrahim Traoré, déjà debout, observait le ciel s'éclaircir depuis le balcon. Zongo s'approcha calmement et déclara « C'est confirmé, monsieur. Ils prévoient de vous renverser avant la célébration. » Un successeur a même été désigné. Traoré resta de marbre. Il ouvrit le dossier lentement, analysa chaque visage, écouta les enregistrements avec la concentration d'un chasseur traquant sa cible. Puis il lâcha « Pas de panique. On se prépare. » Il convoqua une réunion discrète, non pas au palais, mais dans un ancien poste militaire abandonné à l'extérieur de la ville. 5 personnes seulement furent conviées. Aucun téléphone, aucune communication. Même ses propres gardes ignoraient où il allait. Dans une salle poussiéreuse, il étala les preuves sur une table en bois. « Ces hommes ne sont pas de simples rebelles, dit-il. Ce sont des officiers formés. Certains ont combattu à mes côtés. J'ai partagé des repas avec d'autres, et maintenant, ils veulent de poignarder leur pays dans le dos. » Un général proposa « Nous pourrions les interpeller tout de suite. » « Non, répondit Traoré. Si nous intervenons trop tôt, nous ne prendrons que les exécutants. Le cerveau derrière tout ça prendra la fuite. » Zongo se pencha. « Vous pensez qu'il y a un instigateur plus haut placé ? » « J'en suis certain, affirma Traoré. Dabir n'a pas les épaules pour orchestrer un plan aussi vaste. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Tous les regards convergèrent vers lui. Ses yeux s'illuminèrent. On les laisse avancer encore un peu. Puis on frappera. Pendant 5 jours, le président vécut une double vie. En public, il souriait aux caméras, serrait des mains, prononçait des discours. Dans l'ombre, il redéployait ses forces, vérifiait les arsenaux, sécurisait les points stratégiques. Aéroports, radio nationale, casernes, Zongo s'enfonçait toujours plus dans l'ombre. Il surprit les conspirateurs, rencontrant des étrangers. Tard dans la nuit, il vit de fortes sommes d'argent échangées. L'un d'eux déclara « Une fois Traoré parti, la France reviendra. Tout redeviendra comme avant. » Zongo faillit intervenir sur le champ. Mais il se rappela les instructions du président. Pas encore. Le 6e jour, le message attendu arriva. L'opération des putschistes était prévue pour dimanche, soir juste avant la cérémonie du lever du drapeau. Le coup devait avoir lieu sous couvert d'un exercice militaire fictif. Un général avait déjà réaffecté des troupes loyales à leur cause pour encercler le palais. Le nom du véritable instigateur figurait dans le rapport final de Zongo. Et ce nom frappa Traoré comme un éclair, le général Yacouba Serre, l'un des officiers les plus estimés du pays. Un homme adoré du peuple, toujours visible à côté du président lors des cérémonies officielles. Seul dans son bureau, Traoré relut le dossier. La mâchoire crispée, le regard figé, ils avaient tout partagé. Une tente au front, des repas dans la brousse. Ils avaient lutté ensemble durant l'insurrection. Quand Traoré avait accédé au pouvoir, Serre était à ses côtés, le poing levé vers la foule. Et maintenant, il voulait tout démolir. La trahison brûlait en lui. Zongo, silencieux, attendait à proximité. Il voyait dans les yeux du président le poids de cette trahison. Mais Traoré ne vacilla pas. Il se leva et dit d'une voix ferme « Préparez l'opération Storm Night ». Suite dans le prochain message. Cette nuit-là, dans une salle de commandement souterraine, l'équipe de confiance était rassemblée. Une carte complète de la capitale était déployée sur la table.
Des lumières indiquaient les lieux clés, le palais, la base militaire, la tour radio, l'aéroport et la maison secrète où les instigateurs du coup se réunissaient. Traoré parcourut du regard chaque visage. Sa voix était posée mais tranchante. Qu'ils croient avoir gagné. Demain soir, ils passeront à l'action. Mais nous serons déjà prêts. Pas de fuite possible, pas d'alerte. L'intervention devra être rapide, nette, silencieuse. Le peuple doit se réveiller dans la paix. Zongo désigna une petite zone à la périphérie. C'est là qu'ils seront, Serre, le colonel Dabir et les autres. Si on les prend ici, déclara-t-il, on coupe la tête du serpent. L'équipe acquiesça. Traoré ajouta une consigne supplémentaire, capturez-les. Ne les tuez pas. Je veux que le peuple voie qu'il a trahi. La nuit précédant le soulèvement, Traoré ne dormit qu'1 heure. En tenue civile, il se rendit lui-même au poste de commandement. Dans l'obscurité, personne ne le reconnut. Il n'y avait ni sirène ni escorte, juste lui et la vérité. À 23h47, l'exercice militaire fictif débuta. Les soldats fidèles à Serre se dirigèrent vers le palais, mais ils furent accueillis par un dispositif déjà en place. Toutes les issues étaient sous haute surveillance. Les gardes censés participer au putsch avaient été discrètement remplacés la veille. À 00h08, les meneurs du coup atteignirent leur lieu de rassemblement et tombèrent dans un piège. Zongo dirigeait l'intervention. « À genoux, lâchez vos armes !» Serre tenta de dégainer mais fut cloué au sol. Il leva lentement les mains, le visage blême, vidé de toute combativité. « Toi » souffla-t-il à Zongo. « Tu étais… » « Non » répliqua Zongo. « J'étais ton reflet. Et tu t'es trahi toi-même. » À l'aube, Ouagadougou s'éveilla paisiblement. Les rues étaient de calme, les commerces ouvraient, les enfants se rendaient à l'école, les radios diffusèrent des chansons douces. Mais dans l'ombre, le pays avait évité le pire. En une seule nuit, le président Traoré avait déjoué un putsch militaire. Non pas par la force brute, mais par une stratégie méticuleuse et silencieuse. Les responsables furent transférés dans un lieu sécurisé, loin de la capitale. Aucun communiqué, aucun chaos, le peuple ignorait encore tout. Mais Traoré savait que cela ne resterait pas longtemps secret. À 7h30, vêtu de son uniforme militaire, il entra dans la salle de presse du palais. Pas de décoration, pas de mise en scène. Son visage était grave, les flashs crépitèrent. Les journalistes se redressèrent. Il parla d'une voix lente, posée. « Hier soir, notre nation a frôlé le basculement. » Il marqua une pause. Un petit groupe, armé et bien entraîné, déguisé en patriotes, a tenté d'effacer tout ce que nous avons bâti. Mais ils n'étaient pas des étrangers. Ils étaient parmi nous, ceux qui nous serrent la main le jour et conspirent la nuit. Un silence pesant s'installa. Mais ils ont oublié une chose. Le Burkina Faso n'est pas à vendre. Ni à l'argent, ni à la peur, ni aux anciens maîtres. Certains journalistes avaient les larmes aux yeux. D'autres restaient figés. Les instigateurs ont été capturés. Ils seront jugés, non par vengeance, mais pour défendre la vérité, pour protéger notre peuple. À l'extérieur, la foule commençait à s'agiter. Les rumeurs circulaient, les murmures devenaient questions. Les questions, indignation, puis ce fut l'explosion d'applaudissements. Traoré termina son discours par une phrase forte. « On ne déracine pas un arbre dont les racines sont dans le peuple. Je sers le peuple. Je marche avec le peuple. Et si je tombe, ce sera au milieu du peuple. Mais je ne tomberai jamais dans le piège de ceux qui veulent chez nous soumettre. » Sur les réseaux sociaux, les images du président stoïque devinrent virales. Peu s'attendaient à un chef d'État aussi lucide, aussi calme. Encore moins à ce qu'il ait toujours eu une longueur d'avance. Suite et fin dans le prochain message. Dans l'après-midi, Traoré visita le quartier général de l'armée. Il s'adressa aux soldats loyaux. « Vous êtes restés droits, vous avez refusé l'ombre, grâce à vous, la lumière brille encore. » À chacun, il remit une petite broche. Une étoile noire sur fond rouge, symbole de la révolution. Ces hommes ont tenté d'utiliser vos uniformes pour trahir votre pays. Aujourd'hui, votre uniforme incarne le courage. Pendant ce temps, une question revenait sur toutes les lèvres. Comment le président avait-il su? La réponse pourtant était encore plus stupéfiante. Alors que le peuple célébrait et que les médias internationaux commençaient à relayer les événements, seuls quelques individus connaissaient la vérité. Le coup n'avait pas été déjoué uniquement grâce à la liste remise à Zongo ou à ses talents d'espion. Il y avait une autre pièce maîtresse. Quelqu'un dans l'ombre, un homme que les comploteurs eux-mêmes pensaient être l'un des leurs. Dans une pièce privée, Traoré et Zongo examinèrent les derniers documents. « Il y a un nom que je n'ai pas mis dans les rapports, » dit Zongo. « Je vous l'ai réservé. » Il lui tendit un dossier scellé. Il faisait partie du complot. Mais il est venu à moi. Le président haussa un sourcil. Tu veux dire qu'il a changé de bord? Il avait reçu des promesses. Une nouvelle vie en Europe, une maison, un salaire. Mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il m'a dit « Je crois plus en Traoré qu'en Paris ». Le président resta impassible. Il ouvrit le dossier.
sergent Karim Sawadogo, un simple soldat du 3e régiment, aucun grade élevé, aucune médaille. Mais il avait assisté à toutes les réunions, entendu tous les plans, pris des notes, enregistré des conversations, et il les avait transmises à Zongo au péril de sa vie. Il aurait pu fuir, confia Zongo. Il aurait pu tout laisser faire. Mais il a préféré défendre la vérité. Traoré acquiesça lentement. « Amenez-le-moi ». Ce soir-là, le jeune sergent entra, nerveux, dans le bureau du président. Il transpirait, les mains figées le long du corps. Traoré s'approcha et posa une main sur son épaule. « Tu n'étais pas obligé, tu aurais pu te taire, mais tu as choisi ton pays. » Karim répondit d'une voix timide. « Vous avez dit un jour, la lutte pour l'Afrique n'est pas menée par ceux qui crient, mais par ceux qui restent fidèles. » Ces mots m'ont marqué. Le président le fixa droit dans les yeux. « Tu as fait plus pour ce pays dans le silence que d'autres, avec de longs discours. » Puis il lui remit un nouvel insigne de grade. « À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un simple soldat. Tu es un gardien du peuple, Karim ?» Salua les yeux humides. Mais tout le monde ne versait pas des larmes de fierté. Les puissances étrangères, impliquées dans le coup, étaient embarrassées. Officiellement, elle niait tout lien. Le Burkina Faso rêve éveillé, disait-elle, mais elle savait que leur plan avait été détruit et que celui qui l'avait fait capoter était un jeune soldat, un capitaine discret et un président déterminé à ne jamais plier. Le combat, pourtant, n'était pas terminé. Le peuple burkinabé avait été sauvé cette fois-ci, mais combien d'autres pièges se tramaient encore? Ce soir-là, Traoré prit une décision, plus de surprise, plus de zone d'ombre. Il allait assainir le système de fond en comble, en commençant par ceux qui portèrent l'uniforme, mais cachés que des poignards dans le dos. Les jours suivants furent intenses. Le coup avorté avait révélé une faille, et Traoré n'entendait pas la laisser s'élargir. Il convoqua tous, les hauts gradés, commandants régionaux, responsables sécuritaires, plus de faux-semblants. Une question simple fut posée à chacun. Où étiez-vous la nuit où le pays a frôlé la destruction? Certains répondirent avec fierté, d'autres avec gêne. Quelques-uns gardèrent le silence. Mais Traoré ne cherchait pas la vengeance. Il voulait la clarté. Il créa un nouveau comité, dirigé par le capitaine Zongo. Une équipe composée de civils de confiance. Enseignants, avocats, vétérans, chefs de marché. Des gens sans loyauté envers les grades, seulement envers la justice. Ils reçurent tous pouvoir pour enquêter sur la corruption et la loyauté au sein des forces armées. Les rues de Ouagadougou furent témoins de scènes inédites. Des officiers, autrefois redoutés, convoqués, interrogés, leurs biens gelés, leurs domiciles fouillés, de jeunes officiers, fidèles et compétents, furent promus. Pour une fois, le mérite l'emportait sur le favoritisme. Mais la décision la plus audacieuse arriva 10 jours plus tard. Traoré entra dans le Conseil de défense nationale, entouré d'hommes puissants, installés depuis des décennies. Certains étaient tendus, d'autres furieux. Il se posta au centre de la pièce, la voix forte « J'ai failli mourir, parce que certains d'entre vous valorisent plus le pouvoir que le peuple. Cela s'arrête aujourd'hui. » Il sortit un document de sa veste et le posa sur la table. « Voici un plan de réforme complet. Désormais, les salaires des militaires seront publics. Les promotions passeront par un examen citoyen. Aucun accord étranger ne sera signé sans validation populaire. » Un général se leva, prêt à protester. « Si vous n'êtes pas d'accord, dit Traoré, la porte est grande ouverte. Allez chercher un poste en France si ça vous chante. Mais ici, au Burkina Faso, on en a assez d'être des serviteurs. Un à un, les vieux loups quittèrent la pièce. Les nouveaux lions prirent leur place. Le peuple observait, attentif. Chaque jour, la radio annonçait qu'un nouveau responsable corrompu était écarté. Chaque semaine, de jeunes leaders issus du peuple accédaient à des responsabilités. Pour la première fois, un gouvernement ne se contentait pas de parler de justice. Il l'appliquait. Mais Traoré n'avait pas fini. Lors d'une visite surprise dans un camp d'entraînement, il s'adressa à de jeunes recrues. Aucun média, pas de caméra. Juste lui et ceux qui portèrent l'avenir. Votre véritable arme, ce n'est pas votre fusil, c'est votre fidélité. Le futur de l'Afrique repose sur ceux qui refusent de vendre leur âme contre de l'argent. Restez pauvres, mais honorables. Et vous mourrez riches de respect. Les jeunes se levèrent et crièrent d'une seule voix. Pour le Burkina Faso! Ce soir-là, Ibrahim Traoré rentra au palais. Il se tenait seul, observant les lumières paisibles de la ville. Il avait empêché un putsch, démasqué des traîtres, restauré l'armée et rappelé au monde que le leadership ne se mesure pas en pouvoir, mais en courage. Il ne cherchait ni gloire, ni ovation. Il faisait ce qui était juste, et le peuple, lui, n'était pas seulement fier, il était désormais éveillé. Car maintenant, il savait que si quelqu'un tentait de vendre le pays, il trouverait un lion sur son chemin.